Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format exceptionnel parce que tous les formats qu'on fait sont exceptionnels avec Léo. Donc Léo, tu as été diplômé EM Lyon, Sciences Po Lyon, tu as passé le CAPES, tu as passé l'agrégation, professeur d'ESH, donc un parcours très riche. Tu es passé également par une classe prépa. D'ailleurs, Léo est régulièrement présent sur les lives correction Mister Prépa parce que correcteur également des concours. Donc voilà, un palmarès assez chargé pour ton jeune âge. Léo, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, d'où tu viens, nous en dire un petit peu plus sur toi? Tu l'as déjà pas mal fait, Dorian, mais je vais essayer de contribuer à me présenter un peu mieux. Donc moi, je m'appelle Léo Bedinck, je viens de Bordeaux. Je suis, comme tu l'as dit, diplômé de l'EM Lyon et de Sciences Po Lyon. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai entamé une carrière de professeur d'économie, donc d'abord au lycée, maintenant en classe préparatoire. Et je suis aussi correcteur du coup pour les épreuves Écricom, donc de SH pour tous ceux qui passent le concours Écricom. Potentiellement, j'ai votre copie entre les mains à la fin d'année. Magnifique. Mais on va revenir un petit peu sur tout ça. Le format va être assez intéressant. On va se replonger un petit peu sur l'étudiant de prépa que tu étais. À quel moment tu as commencé à avoir cette sensibilité pour la SES, les sciences économiques, puis ensuite l'ESH? Au lycée, tu étais quel type d'étudiant? Est-ce que voilà, tu étais bosseur? Pas Non. du tout, ça se passait comment? Non, pas du tout. Moi, au lycée, en fait, j'étais dans un petit lycée de province déjà, donc pas du tout la pression de la réussite et du résultat. Donc en fait, j'étais un élève comme beaucoup, je pense, c'est-à-dire que je travaillais pas en dehors des cours. J'avais une bonne mémoire auditive, ce qui me permettait quand même d'avoir des bonnes notes en cours, même sans forcément beaucoup travailler. C'est là que j'ai développé quand même un goût pour la SES, parce que c'était ma matière préférée au lycée. Et puis ensuite, j'ai pas été vraiment, enfin au bac, j'ai eu des bons résultats, mais par rapport à un étudiant de prépa, parfois on entend qu'un étudiant de prépa c'est forcément l'élite de la nation, qu'il faut avoir déjà 18 au bac pour être pris en prépa. Moi c'était pas du tout le cas, j'avais à peu près 13 ou 14 de moyenne dans un petit lycée. Donc ça m'a en fait permis juste de rentrer dans une classe préparatoire qu'on appellerait de province, mais qui pour moi était déjà une grande réussite à l'époque, quoi. Donc Voilà. bac ES, tu Bac ES, intègres ouais, ensuite tout à fait. donc, une prépa ECE qui équivaut aujourd'hui donc à la prépa ECG, maths appliquées, ESH Exactement, dans les tout options. à fait. Pourquoi tu as opté pour une classe prépa alors qu'initialement tu n'étais pas, justement, tu disais un élève qui était prédestiné à faire une classe prépa? Ouais, tout à fait. En fait, moi, l'angoisse c'était pas Parcoursup à l'époque, mais c'était APB. C'est vrai. Coucou. Ah, coucou Ça va, Richard? Richard, monteur Monteur. chez Eleven Act, donc Mister Prépa. Merci beaucoup Richard et bon courage pour le montage parce que je pense que c'est lui qui a monté ce format. Big up, il faut mettre en avant les techniciens qui bossent pour l'équipe. Donc je te laisse continuer. Oui, et du coup, donc, la question sur le APB, donc à l'époque, et en fait, j'étais pas mal stressé par ça parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je connaissais pas du tout le monde de la classe préparatoire de base parce que mes parents l'ont pas du tout fréquenté et personne dans ma famille avait fait ce genre de parcours. Et il se trouve qu'un soir de mars, je me rappelle très bien, je cherchais encore ce que j'allais mettre sur Parcoursup, enfin sur APB comme vœu. Et ma mère est venue me voir en me disant: j'ai trouvé un article sur internet qui parle d'un cursus qui ressemble un peu à la suite du lycée, où on approfondit chaque matière. Et comme j'avais plutôt un profil généraliste et que j'avais pas vraiment une volonté de me spécialiser tout de suite, j'ai regardé, ça m'a plu et j'ai commencé à me dire que j'allais que j'allais essayer de rentrer dans ce cursus-là. Même pour te dire, j'avais commencé à prendre des cours de maths à côté niveau prépa. Peut-être que les étudiants de prépa connaissent ces bouquins, mais les gros bouquins rouges de préparation, je sais plus dans quelle maison d'édition c'est, j'avais acheté ce bouquin-là et j'essayais de le taffer avec ma prof de maths à côté, déjà en terminale, pour essayer de prendre un peu d'avance sur le programme de prépa. Donc ça m'avait bien botté quand même quand j'avais découvert ça. Mais voilà, après sinon, c'est vraiment, j'ai découvert ça par hasard en fait, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce cursus et à peu de choses près, je mettais pas du tout de classe préparatoire sur APB, quoi. Voilà. Magnifique, donc tu fais le choix de la classe prépa et Ouais. cette appétence spécifiquement pour l'économie, est-ce que tu l'avais déjà ou non, ça s'est vraiment révélé en prépa? Non, j'étais un élève assez. Alors, au lycée, j'étais plutôt bon, mais bon, c'est quand même. Enfin, tu vois, les cours de SES qu'on avait au lycée, c'est pas forcément des cours qui vont très très loin. Donc, c'était juste un goût. Je trouvais ça intéressant ce qu'on faisait. Et après, je suis arrivé en prépa où j'étais un élève médiocre, à peu près comme tout élève qui rentre en classe préparatoire. Je me rappelle encore de ma première note de DS. J'avais eu 4 sur 20 avec vraiment des commentaires. Bon, ma copie était nulle. En ESH. Ah ouais, en ESH, tout à fait, ouais. En ESH, et pendant très longtemps d'ailleurs en prépa, j'ai eu ces notes-là, quoi. Donc c'est amusant parce que même moi en prépa, je me serais jamais dit que je serais prof d'éco, quoi. Enfin, j'aimais bien cette matière, mais c'était pas du tout ma matière préférée. Et en fait, c'est venu que plus tard. Mais donc, ouais, au début en ESH, je m'en sortais pas, je comprenais pas comment il fallait ficher, je comprenais pas grand-chose au cours. Enfin, vraiment, j'étais largué, quoi. Et c'est en deuxième année après où j'ai repris mon retard et j'ai commencé à aimer l'éco, mais avant ça, non, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça, quoi. Donc, resituant, donc tu arrives en prépa, Ouais. comme tu le disais, tu te prends une claque. On a tous ce déclic Ouais, on a tous ce déclic, quand hein. on Je arrive pense que tu l'as eu en aussi, prépa. hein. Ouais, la même claque très, très forte. Moi, les notes, elles étaient très faibles. Ouais, On va y revenir. normal.
Toi, c'était quoi les notes premier concours blanc, premier DS, est-ce que tu t'en souviens approximativement? Ah ouais, je m'en souviens. Il y avait, alors, en maths, j'avais eu 8 ou 9, je crois, ce qui était pas si mal que ça à l'époque. C'est pas dégueu. Ouais, non, c'était pas si mal, mais les maths, au début, en fait, comme tu sais pas bosser, tu sais, tu hiérarchises un peu les matières. Moi, les maths, je considérais que c'était la matière la plus importante. Donc, en fait, ça m'arrivait de faire pendant une semaine 4 heures de maths tous les soirs, quoi, ce qui était complètement aberrant. Enfin, tu ferais pas du tout ça en deuxième année, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, donc maths 8 ou 9, un truc comme ça, éco 4. Langue, j'étais très mauvais parce que en fait, je pensais abandonner les langues après le lycée. Du coup, je travaillais pas les langues au lycée. Donc, j'ai eu 3 en anglais, je crois, et un peu plus en espagnol, 8 en espagnol, ce qui était pas si mal. Et après, on avait quoi d'autre? On avait la philo. Philo, c'était ma matière forte au début. J'ai eu 12. Et contraction, là où maintenant, je crois que c'est plus contraction, c'est résumé en gros. Résumé pour écrit-com et synthèse de texte pour le SCP. Donc, contraction, synthèse, en gros, j'avais eu une note assez insignifiante au début, 7 ou 8, je crois, ce qui était en fait assez normal, quoi. Mais ouais, non, c'était surtout les langues et l'éco. Bizarrement, en fait, l'éco a longtemps été un point faible en prépa, quoi, pour moi. Oh, t'as pas oui, donc paradoxalement, l'éco qui est ta matière, on va dire, de prédilection, n'était pas ta matière de base, mais par contre, t'avais pas des si mauvaises notes en réalité au début de ta prépa. Non, ça va. Après, ce sont des notes qui sont basses. Mais quand tu penses au début de la classe préparatoire, en fait, où les moyennes sont hyper basses aussi, finalement, ça allait. Mais j'étais dans le milieu de ma classe. J'étais pas du tout dans le premier tiers, par exemple. J'étais vraiment au milieu, un profil assez discret et assez insignifiant au final, quoi. Ok. Et comment, on va dire, tu t'es révélé tout au long de ta prépa? À quel moment tu as ressenti cette montée en puissance? C'est-à-dire, voilà, le moment où tu as le déclic, tu commences à capter les exigences du concours, tu commences on va dire, à te mettre un peu dans le bain des exigences, des attendus des jurys. À quel moment c'est arrivé et tu as vu une progression de tes notes et tu t'es senti prendre en maturité? Alors, en fait, c'est le dernier concours blanc de première année où j'ai passé pour la première fois la moyenne en éco. J'avais eu 12, je me rappelle, c'était la fête chez moi parce que vraiment avoir la moyenne en économie pour nous c'était vraiment quelque chose d'important. Et là je me suis dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose parce que j'étais bon en maths et ça je l'ai toujours gardé. Donc quand déjà tu as la moyenne au concours blanc en maths et en éco, tu commences à te dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et après ça a été l'été en fait entre les 2 années de prépa. Généralement, je pense que tu le sais aussi, on est tous tentés d'avoir un relâchement dans l'été parce que, et d'ailleurs parfois les profs aussi le conseillent pour passer dans la deuxième année, être frais en revenant. Et moi en fait j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai bossé pendant tout l'été. Pas toutes les matières, faut pas mentir, mais j'avais acheté des fiches d'économie que j'ai bossé pendant tout l'été, que j'ai fiché. Et donc en fait en arrivant en deuxième année, j'avais quasiment déjà tout le programme de deuxième année qui était fiché, ce qui était un énorme avantage par rapport aux autres. Je découvrais pas le programme en fait avec le prof quand il faisait son cours, mais j'avais déjà en tête des éléments. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que vraiment, j'avais pris un avantage aussi sur les autres et qu'il fallait que je le maintienne. Et donc, à partir du début de deuxième année, vraiment, j'ai travaillé d'arrache-pied. Je faisais des sessions de 6-7 heures de travail le soir après les cours. Je me couchais entre minuit et demi et 1h, tu vois, parce que aussi, j'avais pas besoin de beaucoup dormir. C'est un avantage en prépa, ça. Ouais, c'est un avantage. J'habitais pas très loin aussi de la prépa, donc c'est aussi un avantage, mine de rien. Ça fait partie des avantages dont on n'a pas trop conscience au départ, mais qui en fait ont une influence assez importante. Et après, tout au long de la deuxième année, vraiment essayer de faire le maximum de sujets partout, maximum de fiches, vraiment. Ma vie, en fait, était destinée à la prépa et je faisais que ça de mes journées, quoi. Ce qui est assez logique, en fait. Je pense que tu te reconnais aussi là-dedans. Ouais, finalement, des facteurs exogènes, pour prendre des termes économiques, ouais, qui ont un impact concret sur les résultats. Sur les résultats. Et moi, c'était exactement un petit peu le même profil que toi. C'est-à-dire que j'habitais vraiment à proximité de ma prépa. J'avais pas opté pour le choix de l'internat, qui était une possibilité, parce que je savais que j'avais besoin quand même de ne pas avoir trop de cadres. La prépa t'offre déjà un cadre, à mon sens, en tout cas, pour ma part, qui était très présent. Ouais, c'est ça. Et après, en termes d'évolution, c'est ça. Début de ma prépa, moi, c'était vraiment, je passais du tout au tout. J'étais pas mal de facilité au lycée, mais sans être transcendant. Voilà. J'arrive début de prépa et je me rappelle de mes notes. C'était il y a 7 ans maintenant, le début de la prépa. Ouais, mais je me souviens encore. C'était quoi? C'était 0 en contraction. Enfin, du coup, en résumé, parce que voilà, faute d'orthographe, je savais pas, mais c'était décompté négativement. Donc là, j'avais pas relu et j'ai payé cash. Ça fait mal. C'était en CG 5 ou 6. Bon, c'était vraiment classique, mais sans être fou, quoi. Maths 375 qui était ma matière forte après, mais la grosse claque. Quand on te connaît maintenant, c'est difficile à croire. Ouais, je pars de très loin, donc comme quoi on peut très bien réussir en maths, et encore plus avec Prépa Plus. On vous met directement le lien en description. Prépa Plus, pour rappel, plateforme 100% gratuite de préparation maths ECG, maths appliquées, maths approfondies, première, deuxième année, pour les ECT également. Donc c'est une mine d'or, et je pense que j'aurais peut-être une meilleure note si j'avais connu Prépa Plus à mon époque, mais ça n'existait pas. Éco, j'avais
pris 8. Ça, c'était pour le coup C'était pas ma si mal. matière forte. Ouais, franchement, je commençais bien. À ce moment-là, j'étais assez bon. Anglais, j'ai commencé à 1. Et espagnol 0,75. Quelque chose comme ça, ou 0,5. Ça, c'est peu élevé. Ouais, ah, ça c'était fort. Mais pour le coup, je me suis tué milieu de tableau, tu vois, avec ces notes-là. Ok, ouais. Donc, c'est dire la claque qu'on s'était tous pris. Donc, ça, et pour revenir exactement sur ce que tu disais, Ouais. l'été, pour moi, période charnière, où il faut, à mon sens, c'est en tout cas quelque chose que je conceptualise, c'est alterner entre travail passif et actif durant ta prépa. Travail tout à actif, fait. qu'est-ce que c'est? C'est un travail qui va t'impliquer beaucoup de concentration, c'est de l'apprentissage, il faut être focus, il faut Ouais, tout à apprendre, il fait. faut retenir. Travail passif, c'est quelque chose, entre guillemets, tu peux écouter de la musique, tu peux Mhm. chiller, tu peux faire quelque chose, tu n'as pas besoin, si tu C'est veux, d'enregistrer. Et je pense qu'avoir un bon entre-deux, c'est bon. Et pendant l'été, justement, je faisais beaucoup de passif. C'est-à-dire que je faisais beaucoup d'annales de maths. J'ai repris tous Ouais. mes DS de première année avec plus de recul. Je relisais des cours, mais sans apprentissage, tu vois, par cœur. Pour moi, Ouais. c'est inutile pendant l'été. Ouais, en plus, Je faisais beaucoup de fiches, exactement comme toi. C'est-à-dire, je prenais un peu d'avance sur la deuxième année, mais vraiment, je solidifiais les bases de première année. Je savais que tout le monde disait deuxième année, c'est un marathon, tu traces. c'est ça. Donc, il faut, tu vois, réussir à finalement, voilà, noter et tous tes acquis, tous tes fondamentaux, que t'es tout, parce que pareil, tu vas avoir une deuxième année chargée. Ouais, tout Ta à période fait. de révision, juste avant les concours, T'as bah, plus il le temps de faut- ficher, en fait. C'est ça, t'as plus C'est le temps de plus- ficher, donc il faut, voilà, clé en main. Et après, je refaisais aussi les bases sur les langues. Donc en somme, c'était solidifier les Ouais, bases c'est ça. en langue, en maths, avec de l'entraînement, des thèmes, des versions, des annales en maths. Et en éco, c'était avoir des fiches clean. Et j'avais pas fait de contraction, enfin de résumé, synthèse à ce moment-là. La CG, c'était un nouveau thème. Donc Ouais, t'avais plus besoin de. je commençais un peu, tu vois, à avoir 2-3 trucs sur le thème, mais sans approfondir non plus, parce que je savais qu'après, on allait avoir le prof. Mais voilà, je m'identifie complètement à toi. Et après, la Mais- question que j'avais, c'était... Tu avais quelque chose à dire, non? Non, mais en fait, c'était juste pour compléter. Pardon. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que déjà, si jamais tu ne prends pas de retard en première année, en fait, tu prends de l'avance sur tous les autres candidats parce que Carrément. qui n'a pas vu déjà des élèves, enfin même des camarades de classe dans sa promo qui en début de deuxième année faisaient les fiches d'éco de première année parce qu'en fait elles étaient soit pas faites, soit mal faites et du coup ils se rendaient compte qu'en fait pour le concours c'était pas utilisable quoi. Et moi je me rappelle très bien de scènes où moi j'étais déjà sur mes fiches de deuxième année et j'avais des amis qui étaient encore sur leurs fiches de première année parce qu'ils devaient les reprendre. Donc vraiment ça, pour les étudiants de prépa qui nous regardent, moi je pense vraiment qu'à presque un slogan que vous pouvez garder, c'est ne pas prendre de retard en première année, c'est prendre de l'avance en fait. Voilà. Parce que comme tu le dis, après une fois que tout est à jour pour ta deuxième année et que tu arrives, tu as déjà toutes les bases de première année qui sont mises en place, tu n'auras pas de problème à renclencher avec la deuxième année, tu prendras pas de retard surtout. Léo, ensuite, après l'été, vient justement la deuxième année. Dans quel état d'esprit t'es après avoir voilà, charbonné, être monté un petit peu en puissance? Il y a les concours qui pointent les bouts de leur nez. C'est Ouais. quoi l'approche que tu as? Bah, en fait, moi vraiment, je me comparais, alors, enfin, j'en étais pas un, mais je voyais vraiment des similitudes avec, j'adore le sport, et je voyais vraiment des similitudes avec le sport de haut niveau, en fait. Et moi, j'aimais beaucoup regarder des vidéos de motivation autour du sport. Bon, je suis un fan de tennis, du coup, j'ai toujours suivi Rafael Nadal, qui maintenant est à la retraite, mais quand je voyais ces vidéos où il expliquait son emploi du temps, je me reconnaissais complètement en étudiant de prépa, c'est-à-dire que tout était calibré, tu n'avais pas la place pour le doute, pas la place pour le hasard, et donc finalement, en fait, mon calendrier était aussi organisé de manière très méthodique, toujours le même emploi du temps, de la rigueur, en fait des valeurs qui sont hyper importantes en prépa et des habitudes de travail en fait. Ouais. Mais un étudiant de prépa, c'est un sportif de haut niveau. Je pense, ouais. Ouais, je pense tout à fait qu'on a vraiment des similitudes et d'ailleurs il n'y a pas assez de passerelles entre les deux. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faudrait que des sportifs de haut niveau viennent parler de leur quotidien aux élèves de première année. Parce que parfois en première année, on n'a pas conscience en fait de la rigueur qu'on doit avoir quand on est étudiant de prépa et de la motivation aussi qu'il faut avoir pour se lever tous les jours en se disant allez, on va se retaper des heures d'éco, des heures de maths, etc. Mais en fait, c'est la force des habitudes. En fait. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en prépa. Non, je suis 100% aligné à ce que tu dis. Pour moi, la prépa, c'est le sport de haut niveau. Et en fait, tu le transposes assez facilement. Tu as un emploi du temps, comme tu l'as évoqué, où tu es derrière hyper régulier. Précis, ouais. Tu as des petits matchs, entre guillemets, voilà, à jouer par-ci par-là. Les DS. Mais derrière, voilà, les DS. Tu as des concours blancs, voilà, où fait. ça va être, tu vois, des moments, des matchs amicaux, internationaux, tout ça. Et finalement, tu te prépares pour la Coupe du Monde, tu vois. Ou pour la Ligue des Champions, ou voilà, mais pour un événement majeur où en fait, tu vas devoir prouver, tu vois, je veux dire, tu peux être le meilleur joueur du monde, mais si tu arrives à la Coupe du Monde et que tu es mauvais, ou que tu es blessé, ou que tu es fatigué, ça ou quoi, ça sert à rien. Vraiment, c'est à ce moment-là où tu dois prouver, en fait. Il faut être le meilleur à ce moment-là. Le jour J. Le jour J. Et en fait, on transpose ça aux JO, en fait. Les JO, je pense que c'est le meilleur exemple. Tu peux être champion du monde de natation CF Léon Marchand. Si le jour J n'es pas là. Voilà, si le jour J t'es pas aux JO, tu vois, les JO, c'est ce qui reste marquant. Les concours restent marquants.
Ouais, mais en fait, c'est ça. Et souvent, les étudiants ne le comprennent pas trop en première année. En deuxième année, ils commencent à plus le comprendre. Mais quand j'étais en prépa, on avait des DS, comme dans beaucoup de prépas. Et il y avait plein d'étudiants qui se concentraient sur l'EDS qu'on allait avoir le samedi matin, en fait. Et du coup, pendant toute la semaine, si on avait DS de maths, tous les soirs, il y avait maths au programme. Ce qui est pas mal. Mais en fait, moi, je pense que vraiment un emploi du temps qui est comment dire, sérieux et efficace en prépa, c'est un emploi du temps qui ne prend pas en compte le DS du samedi. En fait, on s'en fiche du DS du samedi. C'est-à-dire que c'est un point d'étape, c'est pour se jauger, mais n'allez pas perdre du temps à faire pendant une semaine des maths, parce que si pendant une semaine vous faites que des maths, en fait, il va falloir rattraper le cours d'éco de la semaine, le cours de philo de la semaine, le cours de langue de la semaine, et donc finalement, à mon avis, c'est pas efficace. Donc moi, c'est vraiment mon emploi du temps en prépa, si je te le montre, c'est vraiment les mêmes séances tout le temps. Du lundi au vendredi, quel que soit le DS qu'on avait la semaine, quelle que soit la semaine de concours blanc, etc. C'était le même emploi du temps tout le temps pour justement ne jamais prendre de retard et toujours savoir ce que j'avais à faire à tout moment. Et en fait, ça me permettait de gagner en productivité de manière immense, quoi. Ça, Voilà. c'est top. Tu es arrivé à quelques semaines avant les concours. C'était Ouais. quoi le planning de révision? Est-ce que justement tu étais aussi Toujours pareil. rigoureux, méthodique? Ouais, ça a porté ses fruits. Ouais, je peux encore te le donner à quel point, tu vois, je l'ai Ouais. répété cet emploi du temps. Alors, moi, je me rappelle très bien je sais pas si toi c'est pareil, mais en révision, moi, c'était les vacances de février et on avait 1 ou 2 semaines, je crois, avant Ecricom pour préparer, donc ça s'apparentait aussi à des vacances, enfin vacances, des périodes où on n'avait pas de cours en Ouais. tout cas. Et donc, le matin, c'était une annale de maths de 4 heures, plus une demi-heure au moins de correction avec le corrigé de l'annale, ça se trouve assez bien généralement sur internet. Ensuite, c'était 2 heures d'éco, 1 heure de révision de 2 chapitres et 1 heure de sujet de plan détaillé sur le chapitre. Et ensuite, c'était un thème de chaque langue. Et on finissait avec 1 heure de philo le soir. Et parfois, juste, j'inversais éco et philo pour que je puisse aussi faire 2 heures de philo parce que c'était une matière qui était importante. Mais non, en fait, c'était toujours les mêmes journées, tout le temps. Et c'était ça qui m'a permis, à mon avis, de tenir jusqu'au bout. C'est que j'avais une routine tellement bien ficelée qu'à la fin, en fait, je faisais même plus attention à ce que je faisais. J'étais mécanique, en fait. J'étais une machine presque. Ouais, Mais bah pas dans le c'est- sens. Oui, Voilà. non, pas l'aliénation au Ouais, travail. voilà. Mais il y a un peu de ça, mais en fait, c'est pas, là, dans ce cas-là, c'était pas forcément mauvais, quoi. Voilà, ça t'évite de réfléchir, parce qu'en fait, si tu dois réfléchir tout le temps, t'as tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour te démotiver Mm. que la réflexion, parfois, est l'ennemi de l'action, en fait. Et là, pour le coup, d'avoir des routines aussi bien ficelées, ça me permettait d'agir et juste de pas réfléchir à ce que j'allais faire. Non, mon emploi du temps, pareil, hein, était assez similaire. En fait, moi, ce que je faisais, c'était quelles sont les matières où je suis le meilleur, Ouais. que je prends plaisir à faire, pardon, parce qu'il y a Tout à des fait. matières, moi, c'était les langues notamment, où je prenais beaucoup moins de plaisir à faire. Voilà, Quand t'es moins bon, généralement, c'est ça, c'est moins plaisant. Et en fait, je faisais généralement soit les matières qui nécessitaient beaucoup d'apprentissage, CF, Ouais. l'éco ou la culture G, où voilà, fallait apprendre, vraiment comprendre, saisir, etc. Donc je le faisais généralement le matin sur des plages horaires. Je faisais généralement 2 heures d'éco, 2 heures de CG le matin. J'arrivais après, c'était 13 heures. J'avais ma pause repas environ 1 heure où là vraiment je coupais, je faisais rien du tout avec la prépa. Je me remettais après sur des langues à ce moment-là parce que j'avais, on va dire, le cerveau qui était un peu refroidi, donc je me mettais sur des langues. J'essayais de pas alterner directement anglais et espagnol, Oui, ou pour pas, anglais et allemand, ou anglais italien. Enfin voilà, les deux matières de langue parce que ça peut être négatif. Donc tout à fait. je faisais un peu d'anglais. Et après, je faisais par exemple quelque chose de très rapide, relecture d'écho du matin ou quoi, pour voilà, me remettre un peu dedans. Je faisais ensuite l'autre langue pour un petit peu différencier. Et après, en fin de journée, on va dire qu'on est un peu plus fatigué et tout. Moi, là, à ce moment-là, c'était mon petit plaisir. Voilà, au lieu de jouer à FIFA, Une annale annale de de maths. maths, c'est ça, annale de maths. Et Mais après, tu prendrais presque du plaisir à la fin sur une mais annale je de maths. kiffe. Moi, j'adorais ça. Anecdote de malade que j'ai sur la prépa, vous allez me prendre pour un fou. Après mes euros, donc j'ai fait 6 euros. Toi aussi, t'as refait des maths. Écoute, je venais donc de finir tous mes euros, 6e épreuve, c'était l'EDEC, c'était l'avant-dernier jour avant les résultats finaux. Et là, j'avais un train à faire, c'était Lille, donc pour aller de l'EDEC. Et j'habitais à Aix à ce moment-là, j'ai fait ma prépa à Aix. Donc de Lille à Aix, combien de temps? Environ 3h40, 4h. Ouais. J'ai plus le temps précis. Je me suis dit, écoute, je vais me remettre sur ma copie écrit comme. Ah Et ouais. à ce moment-là, j'ai refait le sujet écrit comme pour me dire, est-ce que 2 mois après, quasiment jour pour jour, T'étais capable j'arrive de à refaire, etc. Et Et à ce alors moment-là, je me suis dit, j'ai pas réussi à faire tout le sujet c'est comme ça. je pouvais. Et en fait, je pense que, t'as la stimulation, tu vois, le moment des concours, t'es un peu à ton Ouais, apogée. l'adrénaline. C'est ça, t'as l'adrénaline, t'as tout. Et à des moments, je relisais ma copie parce qu'on venait de recevoir les copies écrites comme à ce moment-là. J'avais eu 20 et il y avait la correction en fait du correcteur directement voilà, sur la copie. D'ailleurs, petite vidéo qu'on a faite à ce sujet où j'analysais la copie avec 90-95% du sujet juste, donc c'est assez rare pour le souligner, qui est présente Bravo. juste ici et en description. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à la faire. Voilà, pour disclaimer Ah oui. le truc, j'ai pas réussi à le faire en entier. Il y a des Ok. trucs où je me disais, mais
quel moment je Comment je réfléchissais savais comme ça ça, ouais, comment je savais ça et tout. Et en fait, c'est ça, l'adrénaline, tout ça. Donc, ça pour dire que voilà, matrixage de la prépa, Ouais. je faisais encore des maths parce que je m'ennuyais, quoi. Ça devenait limite une passion et un Mais kiff, quoi. en première année d'école, moi, je me rappelle que ça me manquait parfois. Et c'est très bizarre. C'est le prépa tu le blues, dis, ça. ouais, mais tu le dis à beaucoup d'étudiants qui sont très heureux en école, ils te disent, mais t'es fou, quoi. Et en fait, moi, j'avais besoin de faire des cours particuliers, enfin, de donner des cours particuliers de maths et d'éco, même quand on faisait au début les analyses pour Mister Prépa lors des corrections, mais c'était mon moment préféré de l'année. Parce qu'en fait, c'était le moment où on se Magnifique. replongeait dedans, on revoyait les théories qu'on avait oubliées. C'était vraiment, moi, d'ailleurs, c'est aussi par là que j'ai continué l'économie, en fait, au début, et les maths. Du coup. Ah bah, moi, c'est là où en fait finalement le projet Mister Prépa s'est Ouais, fait en fait. ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, enfin, c'est tellement passionnant la prépa, on apprend tellement de choses et en fait, il faut voir la prépa non pas comme finalement un taf, quelque chose, tu vois, de négatif. Et même moi, Non, tu vois, ouais. aujourd'hui je le vois dans mon monde en tant qu'entrepreneur, je conceptualise pas le travail au sens boulot / corvée de la chose, mais vraiment comme quelque chose de didactique où on prend du plaisir, on prend du Tout à kiff, fait. on essaye voilà, de vous donner du plaisir, de vous faire kiffer, de démocratiser la prépa, de rendre la prépa un peu plus fun et diversifiante, divertissante, pardon, parce que c'est pas forcément le cas. Donc, tu arrives ensuite au moment des concours, on s'y Ouais. replonge. Ouais. Comment ça s'est passé ces concours, sachant que à cette époque-là, 2019, les concours, ils étaient sur 3 semaines. Maintenant, Oui, c'est c'était assez long. condensé, Ouais, sur j'ai vu 10 jours. j'ai vu le calendrier BCE cette année, je me dis mais c'était plus loin à notre époque. Et donc Ouais. ouais, tu me le reconfirmes. Finalement, donc nous on faisait Écricom avant BCE, je crois que c'est toujours Ça, le cas 3 d'ailleurs. jours, ouais, ça bouge pas. Écricom m'a beaucoup aidé. J'étais très stressé en arrivant au concours, j'étais vraiment très très stressé parce que j'avais l'impression, c'est pas une impression, c'est que le jour J, il faut être là, comme on disait tout à l'heure. Et donc Écricom m'a permis de me prendre mes marques dans le centre d'examen où j'étais à Bordeaux. Donc j'ai passé Écricom avec beaucoup de stress, mais finalement, comme c'est pas forcément les écoles que je visais, j'étais moins stressé que j'aurais dû l'être. Et par contre, du coup, comme après j'avais toutes mes marques quand je suis arrivé à BCE, j'étais vraiment dedans. J'ai pas trop vécu le stress d'une épreuve où je me suis dit là vraiment t'es en train de passer à côté, ça m'est jamais arrivé. Mais j'essayais aussi de provoquer ça, c'est-à-dire que vraiment après les épreuves par exemple, il faut aller tout de suite switcher sur l'épreuve d'après. J'ai jamais débriefé une épreuve plus de 5 minutes avec mes camarades de classe. De toute façon c'était fait. Votre note, et donc ça on le sait aussi maintenant en tant que correcteur, elle dépend pas que de ce que vous avez fait finalement, c'est un classement de copies, donc ça dépend de tellement de facteurs que après une épreuve en fait on peut juste avoir aucune idée, sauf en maths peut-être, ou en maths on trouve ou on trouve pas, donc là je savais que ça avait plutôt bien marché, mais dans toutes les autres matières en fait après il faut juste faire épreuve après épreuve comme match après match en foot, et voilà, faut y aller quoi. Magnifique. Et donc après Cricom, donc quelques petits jours de repos. Et après là, ça y est, on se plonge sur la BCE. Ça commence pour rappel par l'ESH et SEC. Ça m'a marqué sur le des sujet prélèvements obligatoires. des prélèvements obligatoires. Que j'avais déjà fait dans l'année. Ah, magnifique. Ouais. Après, l'intitulé était vraiment spécifique. Là, c'était nuit-il à la compétitivité et à la croissance. Voilà. Donc, ils avaient rajouté compétitivité par rapport à un sujet assez classique de cours. Ouais. Mais pas déroutant quand même l'intitulé qui était non, parce que vraiment, très sec pour le coup. Ouais, très sec. Et puis vraiment, j'avais fait dans l'année prélèvement obligatoire et croissance. Okay. Et notre prof de deuxième année insistait beaucoup sur la notion de compétitivité parce qu'il trouvait que c'était une notion un peu casse-gueule à définir, comme il disait. Donc en fait, une fois quand j'avais mêlé les deux, j'avais plutôt fait un bon truc. J'avais eu 16 ou 17, je sais plus exactement. Mais donc ça s'était bien passé. Mais c'est vrai que cette première journée de concours BCE, elle est vraiment pas facile parce que le matin c'est ESH et SEC, et si tu t'en rappelles, l'après-midi c'est Math-EM Lyon. Et donc l'ESH et SEC qui pour nous comptait pour ESSEC et DEC, et les Math-EM Lyon qui comptaient pour EM Lyon et EM Lyon et Audencia, etc. Et donc en fait finalement, si tu ratais les deux épreuves, tu pouvais quasiment déjà cuber en fait, parce que les épreuves étaient tellement importantes pour les deux types d'écoles différentes qu'il fallait pas sortir de cette journée déçu quoi. Et ça s'était plutôt bien passé là pour le coup. J'avais en Math-EM Lyon, je crois que j'avais eu pareil 16 trucs comme ça. Oh, ça tu t'en sors bien. Non, et après la suite des concours, donc là ça y est, on est en jambes, on a pris 4 heures avec de l'éco, des maths, et ensuite derrière on enchaînait. Pour rappel, c'était CG, je m'en rappelle encore, CG, HECEM. Ouais, c'est vrai. Et après c'était maths parisienne. Tout à fait. Donc sujet de maths parisienne d'ailleurs qui était assez dur notre année. Colosse. Assez dur. Je me rappelle, j'avais des étudiants de Madeleine Danilou, donc qui est une très bonne prépa. Enfin, quand nous on y était, je crois que c'était la première prépa de France, si je dis pas de bêtises, qui disaient à quel point en sortant du sujet HEC c'était facile. Ils avaient adoré faire ce sujet, etc. La classique. Mais moi j'avais pas aimé particulièrement faire ce sujet, mais ça s'était pas trop mal passé. Après de toute façon les sujets parisiennes c'était toujours un monde à part. Hein. Mais non, c'était pas mal. Et après de toute façon les journées des concours ça passe tellement vite.
Et le soir, on est tellement fatigué qu'en fait, on peut rien faire. Moi, je conseille pas de travailler le soir des concours, je sais pas ce que t'en penses, mais t'es comme un légume, quoi, le soir, quand tu sors de tout ça, 8 heures d'épreuve, et tu repars le lendemain avec. Donc non, moi je l'ai vécu assez, en fait, épreuve après épreuve. Au soir, on rentre, on pense à autre chose, on fait autre chose, et le lendemain, c'est reparti, quoi. Non, moi c'était juste peut-être tu vois quand il y avait des sujets où il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas serein ou alors tu vois quand je traitais un sujet que ce soit en éco, en CG et que je savais qu'il y avait d'autres épreuves notamment après l'ESH et SECEDEC, il y a l'ESH ESCP qui arrive après la CG HECEM, bah, il y a la CG et SECEDEC qui arrive. Oui, donc tu dois réviser voilà, un petit peu. je révisais en me disant ah il y a telle chose, tu vois peut-être que j'aurais pu faire mieux, etc. Et je me rappelle que là où j'étais pas bien, mais c'était la fin des concours, il restait que les dernières épreuves de langue et c'était ok, c'était les maths et où en fait maths et deck, moi mon objectif en maths c'était voilà, en gros maths c'est pas 20, compliqué, 20. voilà, il fallait que je fasse peut-être pas 20 en toute modestie, tu vois, mais c'était 18, quoi. voilà, il fallait avoir 17-18 parce que c'était ça qui pouvait vraiment me faire perf. Bon, finalement j'ai eu 20 partout, tant mieux, c'est cool. Bien joué. Mais en maths et deck j'étais sorti et je me rappelle, j'étais très content de mon sujet. D'ailleurs pareil, vidéo sur l'analyse du problème EDEC pour avoir quasiment 100% sur le problème EDEC qui apparaît juste ici. On va la faire apparaître là à peu près, voilà, c'est Richard que vous avez vu tout à l'heure qui va la faire apparaître et en description également. Mais par exemple ici un des premiers exercices, finalement je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite sur un calcul matriciel bidon. Et en fait, je me suis dit, purée, mais autant je vais pas avoir ce demi-point, tu vois, qui peut me permettre d'avoir une admissibilité. J'étais beaucoup plus modeste dans mes visions à ce moment-là, mais Audencia GEM qui prenait les decks, je me dis, purée, moi je vise GEM Audencia, top 7, top 6 à ce moment-là, et j'avais très peur. Donc finalement, c'est ça, faire table rase, des concours après chaque épreuve, dur à dire, mais il faut absolument le faire. Et surtout, ne pas se plonger à fond, peut-être voilà, faire un petit ajustement, une petite relecture, mais vraiment pas faire de l'apprentissage. Pas rentrer dans son analyse de ce qu'on vient de faire, en fait, parce qu'on est même pas objectif, donc tout ce qu'on va avoir, est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire ça, etc., ça sert à rien en plus, c'est fait. Donc allez à Jacques Taès, maintenant on passe à la prochaine épreuve, on verra bien ce que ça donne. Mais par contre, ce que je conseille de faire, et je sais pas si toi t'as fait pareil, mais c'est vraiment de travailler entre Écricom et BCE. Moi j'ai trouvé ça assez utile parce que t'as au moins 3-4 jours, nous c'était une semaine je crois même. C'était une semaine, c'était dur de travailler parce que j'étais déjà fatigué, mais par contre reprendre ce que j'avais fait de mal en éco à Écricom et en maths à Écricom, je me rappelle qu'il y avait un exercice de maths à Écricom, je crois que c'était celui sur les matrices. En fait, nous, on n'avait pas une matrice qui apparaissait, mais on devait tout faire à partir de raisonnements un peu abstraits. J'avais 2-3 questions que j'avais pas réussi à faire, et donc en fait, je les ai refaites après avec la correction, avec notre prof qui nous l'avait corrigé, pour pouvoir justement essayer d'être meilleur à l'EM et à l'EDEC, quoi. Donc là, moi, c'est vrai que ça, j'avais bien travaillé, mais après, entre les épreuves BCE, non, c'était trop dur de se remettre dedans. C'était tellement des écoles les épreuves comptaient pour des écoles que je voulais, donc je voulais pas me miner le moral et que ça influe sur les prochaines épreuves, quoi. Et t'as fait quoi après les concours directement après? On est parti avec des amis de prépa, ça c'est une tradition, on est parti sur le bassin d'Arcachon, exactement, je me rappelle très bien. On a vraiment décompressé pendant une semaine à peu près. Et après, on attendait les résultats. C'était long, on se préparait aussi pour les oraux. Dans notre prépa, on avait beaucoup de préparation aux oraux de personnalité d'anglais et d'espagnol pour ma part. Une semaine de vacances. Une semaine, ouais. On coupe. Et après on se reconnecte. C'était assez dur de se reconnecter, honnêtement, parce que t'as l'impression que c'était tellement déjà loin la prépa une semaine après les concours écrits. C'est vrai, c'est fou. Et en fait, non, parce qu'il te reste 50% du boulot à faire, quoi. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'être admissible et pas admis. Donc, j'ai essayé de m'y remettre. C'était très dur parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de choses à faire, à fournir comme effort. Donc j'ai essayé de trouver encore une fois des habitudes à prendre pour rester focus, donc lire l'actualité tout le temps parce qu'en anglais ou en espagnol, voire en entretien de personnalité, ça peut être bien vu. Après, à l'époque, au cas où, pour pas avoir de regrets, mais bon, j'avais aucune espérance là-dessus, je me préparais aux maths parisiennes pour HEC et à l'oral d'éco de l'ESCP où lui, pour le coup, j'avais un peu plus d'espoir. Okay. Il se trouvera que ni l'un ni l'autre finalement, mais en fait ça me permettait, même si c'était pas forcément quelque chose que je visais, ça me permettait d'avoir une semaine remplie. Parce que je trouve que ce qui est le pire en prépa, c'est qu'on a des jours où on n'a rien à faire, où on peut faire autre chose, et puis après il faut s'y remettre, c'est dur, on est fatigué, etc. Parce que quand on fait rien, on prend l'habitude de rien faire aussi. Et donc voilà, le but c'était vraiment de re-remplir mes semaines comme je les remplissais pour les concours écrits, quoi. Bah pour le coup, enseignement ici que j'ai eu de ma prépa, un des meilleurs élèves de ma classe à ce moment-là, après les concours, pareil, nous on a fait petite semaine de vacances, mais moi j'étais pas parti spécialement avec
avec les autres parce Ouais. que j'avais pas de thune à ce moment-là. Et surtout parce qu'en fait, moi, j'avais un truc qui me manquait de fou pendant la prépa, c'était ma play. Genre, j'avais Ok, vraiment bah ouais, ma mais play, faut- elle me manquait. J'avais pas joué à Call of, j'avais pas ma Donc, dose allez, de c'était Call of. parti, quoi. C'est ça. Du coup, pendant une semaine, j'ai fait que charbonner Call of et FIFA. Après, il fallait se reconnecter. Et là, ce moment-là, il a été game changer pour les gens de ma prépa notamment. Où en fait, t'en as qui sont reconnectés et qui parfois, in fine, ils ont eu des admissibilités vraiment Ouais. rares. Ils ont réussi quand même. Mais à ils ont être bien admis. réussi, c'est ça. Et d'autres, au contraire, qui avaient 2-3 points d'avance où tu dis c'est C'est fait. impossible de rater. Mais en fait, justement, ils avaient tellement négligé cette phase. Après, ils se sont dit voilà, les écrits, c'est bon, c'est le plus dur, etc. Alors que non. L'épreuve orale, c'est OK. Alors que non. Et là, justement, enseignement pour vous, lycéens, préparationnaires qui nous regardez, c'est vraiment important de se dire après la prépa, enfin après les concours, pardon, je coupe. Voilà, une semaine, 10 jours, vacances, pas Ouais, vacances, c'est ça. voilà. Faut couper un petit peu, c'est normal. Et après, on se reconnecte et il faut vraiment garder peut-être pas la cadence qu'on avait avant les écrits, c'est-à-dire de faire du 8h, 23h, j'extrapole, mais voilà, vous voyez l'idée. Mais vraiment travailler de manière soutenue et ne pas négliger. Il faut se dire, on est en vacances après le 6e. Mais vraiment là, C'est ça. c'est le mois Tout à fait. qui est hyper décisif parce que si derrière tu vois que tu es admissible HEC et que tu n'avais pas prévu, Ouais, tu es un t'es peu dans la foutu. galère, c'est ça. Et si tu vois au contraire que tu es un peu frileux sur des nouvelles épreuves, des nouveaux formats ou quoi, Tout à ça fait. peut être complexe. Donc les épreuves orales, c'est pas parce qu'on est bon à l'oral que voilà, on y va. Non, ça se Non, prépare c'est- quand même, et bien Il sûr. faut connaître l'école, il faut après préparer la civilisation en espagnol et la culture G en anglais, enfin voilà, les éléments de civilisation. Encore une fois, pour reprendre la métaphore du sport, c'est comme si Léon Marchand, en fait, il se disait après la demi-finale, j'ai pas besoin de passer la finale parce que je suis trop fort. Et Non, j'ai- ou alors parce que j'ai déjà passé la Ouais. finale tu Oui, vois, voilà, des- ou pas de- parce que de j'ai 200 déjà passé mètres. la finale du 100 mètres, le 100 mètres c'est fait. Enfin, non, en fait, c'est deux épreuves complètement Ouais. différentes. Et alors, c'est pas remis à zéro parce que, quand même, les résultats des écrits comptent, mais effectivement, moi, je me rappelle très bien que le M Lyon, j'étais vraiment dans les derniers admissibles. Parce que j'avais raté une épreuve, je ne sais plus laquelle c'était. Et en fait, j'ai eu 19 à l'oral et c'est ça qui m'a permis d'intégrer, quoi. Donc Et justement, on revient un petit peu donc au moment de tes résultats d'admissibilité. ouais. Donc là, peut-être un peu des illusions parce que tu projetais peut-être justement un meilleur Ouais. résultat sur les parisiennes. Ben, j'étais pas passé loin. Bon, après, ça, malheureusement, tous les étudiants de prépa passent à un chiffre. Généralement, moi, c'était 0,1 de l'ESSEC. Donc, tu vois, t'es pas loin. Ouais. Mais bon, tu l'as pas eu, donc c'est que tu le méritais pas à ce moment-là. Et après, quand même content des admissibilités, tu vois, parce que EM et DEC, moi, je venais d'une petite prépa de province où EM et DEC, ça voulait déjà dire quelque chose. Ouais. Ben, d'ailleurs, cette année-là, on majore à 3 en faisant EM et DEC, en fait, à 3. Mais il y a Magnifique. personne qui a le top 3, tu vois, donc EM et DEC, c'était déjà bien. Et après, il fallait, de toute façon, il fallait direct préparer les oraux. Et là, j'ai pas réfléchi une seconde, tu vois, à ce moment-là, à QB. J'ai réfléchi un peu plus tard à QB, quand j'ai eu les résultats d'admission pour le coup. Mais ouais, non, à ce moment-là, plutôt content, quoi. Parce que toute l'année, en fait, j'avais ces ambitions en classe. J'hésitais pas à le dire aux profs, faire des travaux de parisienne, de top 5, etc. Il faut de l'ambition. Oui, bien Il faut sûr. de l'ambition, mais du coup, parfois, tu vois, ça peut être un peu risqué parce que du coup, on te catégorise comme quelqu'un qui veut ces écoles-là. Donc, il y a toujours, est-ce que c'est de l'ambition, est-ce que c'est être hautain? Il y a toujours ce débat-là aussi. Et du coup, le jour J, t'es quand même là. Faut pas que je passe pour un con là. Faut pas que, tu vois, faut pas que j'ai qu'une école un peu moyenne et que tout ce que j'ai fait pendant l'année, toutes les notes que j'ai eues, elles soient pas retranscrites au moment du concours écrit, quoi. Donc ça, c'était un peu de pression aussi le jour J. Et tu disais donc tu étais donc si tu étais à 0,1 de l'EDEC, De l'ESSEC, ouais. l'ESSEC, pardon, tu avais un peu de marge pour l'EDEC. Ouais, j'avais de la marge à l'EDEC et Ouais. j'avais peu de marge à l'EM Lyon. En Et fait. du coup, comment tu réagis justement en se disant enfin d'un côté c'est bien parce que tu as un peu de la marge pour l'EDEC, de l'autre Ouais. tu es un peu ras EM Lyon. Est-ce que tu étais stressé? Au contraire, ça t'a motivé pour te transcender? C'était quoi un peu Non, parce que je savais que j'avais des philosophie. difficultés à l'écrit sur certaines matières, tu vois. J'avais pas de facilité en langue à l'écrit, j'en avais plus à l'oral, même si j'étais pas un fouteur de guerre non plus. Et donc finalement, j'étais quand même rassuré. Je savais que potentiellement, là où j'étais admissible, je serais admis. Parce que l'oral, j'ai bien bossé. En entretien de personnalité, ça se passait pas mal avec ma prof. Elle me disait que j'étais prêt. Je bossais toutes les écoles par cœur. J'avais les fiches sur les écoles. Donc je savais que quelle que soit l'école où j'allais, je pouvais pas me faire piéger vraiment sur le Ok. programme. Donc j'étais pas stressé en allant aux oraux, si tu veux. Par contre, ouais, voilà, après, les oraux, il faut aussi les passer, quoi. Donc, mais j'étais pas stressé au moment des admissibilités. Je savais que ça pouvait le faire. Après, rien n'était fait, mais ça pouvait le faire. Voilà. Bon, tu as concrétisé l'essai. Les deux, ouais. L'EDEC, très rare. Je pense que je suis dans les derniers admis de l'EDEC. Enfin, du coup, pas admis parce que j'ai pas choisi cette école, mais parce que j'ai eu une mauvaise note en entretien de personnalité. C'est la seule école où j'ai eu une mauvaise note à cause de cette fameuse épreuve de la trilogie. T'as eu combien? J'ai eu 9. Alors Ok. que tous les autres entretiens de toutes les autres écoles que j'ai passées, j'ai eu 19.
Donc c'est amusant de voir la différence aussi qu'il peut y avoir entre deux écoles, quoi. C'est pas parce qu'on Les se critères peuvent être différents, les épreuves aussi. Ouais, et moi différentes, j'interprète, j'ai sans doute pas dû être bon en travail de groupe, tu vois. Ouais. Parce que c'est quelque chose de très particulier. Moi, j'aime pas du tout cette épreuve, mais c'est personnel et je pense qu'ils ont raison de le faire parce que ça fait aussi ressortir une autre facette de notre personnalité. Mais comme je suis pas forcément quelqu'un qui adore le travail de groupe, être évalué sur un travail de groupe le jour du concours, c'est un peu difficile. Et on l'avait pas trop préparé avec nos enseignants à l'époque parce qu'il y avait encore peu d'ennemis à l'EDEC. Et finalement, en fait, c'était assez compliqué d'organiser des préparations à l'EDEC. Personne comprenait vraiment dans ma prépa comment ça fonctionnait. Donc, c'était pas non plus très bien préparé. Mais ouais, non. Après, ça suffisait parce que j'avais eu des plutôt bonnes notes en langue pour le coup. Mais c'était juste, quoi. Alors que tu vois, j'avais, je pense, 2,5 points d'avance. Ouais, Et t'es dans les dernières ennemies, donc ça montre qu'effectivement, il faut faire attention, quoi. Ouais, ok, hyper intéressant. Et pareil, pour se préparer aux épreuves orales de l'EDEC, Ouais. mais à n'importe quelle épreuve orale, il y a un article qu'on vous met en description qui synthétise les épreuves orales et plein de conseils. On a aussi fait une vidéo d'ailleurs sur la trilogie, comment performer justement Si je l'avais à eu. cette épreuve. Oui, malheureusement, hélas. Mais en tout cas, voilà, qui vous explique toutes les on va dire les recettes magiques un peu pour justement réussir à être meilleur pour cette épreuve. Première épreuve, pour rappel, constitue qui est une épreuve d'improvisation. Donc on a un mot et on doit c'est ça, à placer dans une présentation d'environ 5 minutes. Deuxième étape qui est l'épreuve collective avec ici 5 autres étudiants qui sont avec nous. En fait, on est une cohorte de 6 qui vous auront vu donc, initialement sur la première partie, qui sont avec nous pour cette épreuve de groupe d'environ 40 minutes. Et enfin, ça finit par un échange classique. Donc l'épreuve dure environ 90 minutes, 120 minutes, le temps de voir passer tout le monde, etc. Donc c'est assez dense, aussi intellectuellement, il faut être focus, concentré, et c'est pas forcément évident. Donc tu arrives à l'issue du CIGEM, donc EM et DEC. Pourquoi avoir fait le choix de l'EM à ce moment-là? Pour rappel, au CIGEM EM Lyon en 2019, encore 4e. Tout à fait. C'est là où il y a eu un peu le revirement. C'est la bascule, c'est la dernière année, je pense, où elle est 4e, si je dis pas de bêtises. 2020, ça se challengeait, mais Covid, donc on sait pas. Okay, ouais, et c'est 2021 où il y a eu le dépassement officiel. Donc en fait, moi j'ai toujours été très classement, ce qui est un peu une faute, je pense. Maintenant, je ne cesse de dire à mes étudiants que les classements, c'est biaisé, que les manières de classer, c'est très particulier. Mais à l'époque, moi, ça comptait vraiment. Donc l'école 4e, en fait, comme j'étais pas très bon en culture générale et en langue, et qu'à l'époque, ça comptait beaucoup pour le M Lyon, j'ai jamais pensé avoir le M Lyon, bizarrement. Je pensais plus avoir les secs que le M Lyon, en fait. J'étais pareil. Moi, je me voyais plus à la limite avoir les decks qui étaient plus matheux que le M qui était plus langue, culture, etc. Et donc, mine de rien, le fait de se dire j'ai eu quelque chose que je pensais pas avoir, ça flatte un peu l'ego et donc tu as envie d'y aller, ce qui est du coup irrationnel au possible, mais ce qui est un critère de décision. Le fait que ça soit 4e m'a donné envie d'y aller. Et dernier critère irrationnel, le fait que les decks m'aient mis une mauvaise note en entretien de personnalité. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait les résultats de l'EDEC la veille de l'EM. Et du coup, moi, j'ai dormi en fait toute la nuit la veille de l'EM Lyon en me disant, ça se trouve, je vais pas être pris à l'EDEC parce que j'étais tellement juste qu'il y avait un monde dans lequel je n'avais pas l'EDEC. Et donc là, je commençais déjà à me dire, il faut que je cube, etc. Donc c'était vraiment c'est la nuit la plus simple de ma vie. Et donc tout ça, je pense que le jour J, quand j'ai vu que l'EM Lyon c'était bon et j'étais large admis, j'ai dit, les decks, vous me voulez pas, je vous veux pas non plus. Et voilà. Ce qui est pas forcément un truc à faire, hein, je dis pas que ça soit ça, mais à l'époque, on avait assez peu de recul en fait sur ce qu'on faisait en école. Les programmes, je les voyais, mais j'ai l'impression qu'on faisait un peu toujours la même chose. Le seul truc à l'EM Lyon qui m'a convaincu, c'est les cours à la carte. Donc le fait de pouvoir choisir en master tous tes cours, en fait, sauf quelques cours qui sont imposés, mais très peu finalement, et d'être assez libre. J'ai jamais été très partisan de la contrainte, et je trouvais que l'EM Lyon te laissait pas mal de liberté aussi. Voilà, donc, ça a un peu évolué depuis, le programme maintenant est complètement distinct, mais à ce moment-là c'est vrai que ça faisait partie des critères et non, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant. En fait, il y a beaucoup d'étudiants, moi le premier à ce moment-là, où en fait t'es forcément biaisé par la note que tu as eue à l'épreuve orale, où tu dis, en fait, on te dit, tu vois, l'école elle te veut, c'est ça, et si elle te veut, elle te met une super note. Donc si elle te met une note plus modeste, voire mauvaise, tu te dis peut-être que l'école me veut pas. Mais après, quand tu retransposes, tu dis que c'est 2 jurys à un instant qui peut-être. Même pas, moi c'était un jury, tu vois. C'était un jury, une personne qui te fait passer en entretien. Oui, non, c'est un jury de 3 personnes. Oui, voilà, c'est ça. Au début, et après, tu as une personne qui est. Donc, tu vois, c'est une rencontre one-to-one. Donc, en fait, c'est juste le point de vue d'une personne. Et 20 minutes, elle t'a vu 20 minutes. Donc, en fait, ça veut pas dire grand-chose. C'est un classement. Mais c'est vrai que finalement. Ouais, mais sur le moment, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que, donc, c'est pareil, essayer de prendre un peu de recul. Et parfois aussi. Non, mais surtout que certaines écoles, pour ne pas en citer, mais c'est des pratiques qui sont faites par certaines écoles, de mettre des notes, si tu veux, qui sont plus élevé pour se dire en fait voilà, on vous veut, etc.
mais en fait pour justement que sur les duels SIGEM de Biadmi, en logique de classement d'attractivité, d'avoir plus d'étudiants qui vont te mettre en choix 1 et ou dans les meilleurs choix. Donc finalement aussi cette note à l'oral, elle est à prendre avec des pincettes. Par exemple à HEC, la moyenne d'admission est nettement inférieure à la moyenne d'admissibilité. Dans d'autres écoles, au contraire, ça peut même parfois doubler pour des écoles qui ont des barres très modestes notamment. Donc il faut vraiment faire attention à se dire, la note, oui, ça jauge à un moment donné, mais il faut ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut retransposer ça à une moyenne. Et certaines écoles ont des politiques plus dures que d'autres. Ouais. Donc ok, tu t'orientes vers Lyon. À ce moment-là, est-ce que tu sais ce que tu veux faire en grande école de management? Comment tu construis ton parcours finalement? Qu'est-ce qui t'amène au CAPES? Qu'est-ce qui t'amène à Sciences Po Lyon? Qu'est-ce qui t'amène à devenir prof après écoute, c'est toujours un peu flou, mais je me rappelle que quand je suis arrivé à l'EM Lyon, mon objectif c'était d'être conseiller dans le secteur public. Donc voilà, un métier que beaucoup d'étudiants font finalement en sortant d'école, tu vois. Mais je suis arrivé à l'EM Lyon, pour moi c'était presque un désastre, tu vois. J'avais le blues de la prépa, je comprenais pas ce que je faisais là, tout le monde était toujours en soirée et tout. Moi j'aimais bien ça, mais une fois que t'en as fait 2 ou 3 dans la semaine, tu peux faire autre chose de ta vie, quoi. Et je trouvais que du coup on faisait rien d'autre. Et petit à petit, en plus nous la première année on a eu le Covid qui est tombé, donc on a été en confinement pendant le Covid. Et je pense que tu as beaucoup de gens qui ont quitté leur travail pendant le Covid en se disant c'est pas ce que je veux faire, c'est pas moi, etc. En fait tu as une période d'introspection. Et moi cette période d'introspection je l'ai eue mais pour les études. Et donc là je me suis dit à ce moment-là mais en fait c'est pas du tout une école de commerce qu'il faut que tu fasses, t'es pas fait du tout pour ça. Tu t'es posé la question à ce moment-là de drop out, de complètement dire c'est bon vas-y j'arrête Oui, mais c'était compliqué parce que d'un point de vue social, si tu veux, tu es à l'EM Lyon, tu as fini dans tous tes potes, ils sont d'école de commerce et dans des écoles de commerce renommées aussi, donc ils connaissent le milieu. Va dire à tes potes qui sont d'école de commerce comme toi et tout ton milieu, en vrai je vais faire autre chose. Je sais pas, moi à l'époque si j'avais dit je vais aller à la fac pour faire de l'économie par exemple, on m'aurait rayonné, quoi. Enfin on m'a rayonné d'ailleurs quand j'ai évoqué l'idée, quoi. Parce que c'était tellement bizarre de faire ça. Et t'as la partie financière aussi. Et en plus, t'as déjà payé une année. Ça. À l'époque, on avait déjà payé une année, donc c'était un sacrifice que tu fais. C'est pas évident, quoi. Donc non, ça c'était assez dur pour le coup, cette remise en question. Mais je me rappelle très bien que déjà j'aimais bien l'économie parce que j'avais commencé Mister Prépa, je crois que c'était janviie de la première année si je dis pas de bêtises. Donc je voyais qu'il y avait un intérêt. Et un jour, je fais un cours particulier d'économie pendant le Covid, en visio. Okay. Et à la fin, je dis, mais j'aime bien ça quand même. Et je me demande ce qu'a fait mon prof d'économie en prépa pour faire ça. Et donc, je tape sur Internet concours prof d'éco. Et je tombe sur le concours agrégation, en fait, pour comment on fait pour passer l'agrég. Et je vois 3 thèmes, plein de livres à lire, des connaissances dans tous les sens, etc. Okay. Et je dis, mais ça a l'air génial. Et donc, j'ai commandé dans la foulée 10 bouquins de toute la bibliographie de l'agrég. Je les ai tous lus un par un. Et en fait, au fur et à mesure que je lisais les bouquins, je disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi, c'est génial. Et j'ai commencé pendant 2 ans quasiment à faire que de l'éco toute la journée, tout le temps. Un peu de socio aussi évidemment, parce qu'il faut faire de la socio pour avoir la grègue. Mais que de l'éco. Et puis après c'était parti, quoi. Et je savais que je voulais faire ça, que je voulais avoir ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait au départ. Et donc pour resituer, on arrive à la fin de première année, fin de première année d'école, donc 2020, tu commences ici à être sensibilisé à la grègue. Et ensuite donc tu dois passer le CAPES. Est-ce que c'est une étape obligatoire pour la grègue? Non, c'est pas une étape obligatoire, tu peux passer la grègue tout seul, mais je savais que le CAPES c'est un niveau de difficulté moins important et je voulais pas non plus dire je vais avoir la grègue directe. La grègue c'est quand même un concours qui veut dire quelque chose, donc je voulais me préparer, voir déjà ce que ça pouvait donner à l'échelon inférieur entre guillemets. Je voulais pas brûler les étapes. Et à l'époque, en fait, nous, à l'EM Lyon, si tu te rappelles, on avait un stage à faire de 6 mois qui était à l'étranger. Sauf que année Covid oblige, on ne pouvait pas le faire à l'étranger, ou c'était très compliqué. Donc ce stage, je l'ai effectué dans ma classe préparatoire en tant qu'assistant prof, en fait. Donc j'aidais mon prof de 2e année à faire ses cours. Lui, il m'expliquait aussi pas mal de choses pour le CAPES, justement. Donc en fait, j'ai passé toute cette année-là, cette fin d'année, à préparer le CAPES et à donner des cours à des étudiants de prépa, en fait. Faire un stage donc de pré-master après une prépa, dans une prépa. Exactement. C'est fou. Et donc en fait, chaque semaine, j'avais 1 heure au moins de cours avec mes étudiants de prépa. Donc qui étaient tes bisous en fait. Qui étaient... non, ils avaient... Non, parce qu'ils ont passé 1 an, donc c'était 2 ans après, entre guillemets. Ok, donc les cubes, potentiellement... Ouais, c'est ça, les cubes, moi, c'était mes bisous. Ton vieux, les cubes, c'était mes bisous. Et c'était amusant, quoi. Et en fait, mais c'était super parce que t'as aucune barrière d'âge. En fait, on était plus potes que prof-élève. Donc en fait, c'était super d'avoir. Et t'as pas un problème de crédibilité peut-être envers les étudiants à ce moment-là? Écoute, non, parce que comme mon année, j'avais eu des bons résultats, j'étais quand même assez logique. Et ils savaient que je passais les concours.
Et mes profs ont été super sympas. Je fais une dédicace à Monsieur Morin et Monsieur Devaux-Giraud, avec qui maintenant on a écrit un livre ensemble. Big up. Et en fait, ouais, ils ont été hyper sympas. Ils m'ont tout de suite crédibilisé auprès des étudiants en disant que voilà, si j'étais là, c'était pas pour rien et qu'il y avait une raison. Et donc ça aide aussi à être pris en compte, tu vois, par les étudiants, quoi. Et puis j'ai essayé d'être beaucoup plus. Mes profs étaient bien meilleurs que moi en économie. Et peut-être que quand tu es bien meilleur, en fait, tu perds un petit peu le côté pragmatique. Et que moi, j'essayais de leur amener en tant qu'ancien étudiant de prépa en disant bon, voilà, il y a plein de théories que vous voyez, mais est-ce qu'on peut pas faire des corriger un peu de dissert tout prêt, tout cuit, que mes profs aussi faisaient, mais pour dire sur certains sujets comment on pourrait faire là pour avoir une maximiser la note. Et d'ailleurs, ça a bien marché parce que j'avais quasiment traité le sujet ESCP pendant l'année en fait avec mes étudiants, quoi. Donc c'était à ce moment-là sur... Le monde sans inflation, c'était le sujet de concours, et j'avais traité en cours faut-il craindre le retour de l'inflation. Et je sais que j'ai des étudiants qui sont revenus me voir après en disant j'ai fait ton corrigé en l'adaptant et j'ai eu 17 ou 18, quoi. Donc c'était un moment plutôt cool, quoi. Enfin, quand tu sors de là, tu te dis waouh, c'est un peu le moment où tout est beau, tout est rose, quoi. Qui est hyper intéressant, et bravo pour ce pré-shotage. Je pense que ça fait plaisir aux élèves et big up à eux si ils verront cette vidéo. Exactement. Donc là, tu te prépares au CAPES en étant finalement assistant prof de prépa, donc tu es vraiment plongé dedans et tu vas candidater pour finalement le double diplôme avec Sciences Po Lyon. Et il me semble que pour la grecque, tu dois avoir donc aussi une partie sciences politiques, la troisième brique. Donc finalement, en fait, tu as fait ce double diplôme vraiment dans un objectif d'être focus agrég, en fait. Alors ça, c'est joli quand on le raconte comme ça, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Parce qu'on candidatait pour le double diplôme avec Sciences Po avant que j'ai fait tous ces choix. Limite, on candidatait en novembre de la première année de l'EM Lyon, ce qui était hyper tôt. Parce que je voulais faire quelque chose de plus, que les cours à l'EM Lyon me plaisaient pas du tout. J'aimais pas les cours qu'on avait marketing, management, je trouvais ça creux en fait. Et donc je voulais vraiment des cours de sciences sociales, ou des cours, en tout cas il y avait de la théorie où je pouvais un peu prendre du plaisir comme en prépa. Et je savais que Sciences Po ça pouvait sans doute m'offrir ça, donc j'avais candidaté, j'avais été pris. D'ailleurs j'étais dernier prix dans le double diplôme. Enfin, j'étais premier refusé, et il y a quelqu'un qui a voulu se désister. Et donc en fait voilà, donc c'est assez amusant parfois la vie, à une place près on n'est pas pris, donc voilà. Et en fait, donc, j'ai fait ce double diplôme après qui effectivement m'a servi parce que j'avais plein de cours de sciences politiques et j'avais une épreuve de sciences politiques. Ça me donnait une bonne culture générale de sciences politiques, ce qui me permettait aussi, pourquoi pas à l'oral de la grecque, de m'en servir, parce qu'à l'oral, après, on peut avoir de tout et n'importe quoi en termes de sujet. Donc c'était hyper épanouissant en fait pendant 2 ans du coup, par rapport à l'EM Lyon. On n'était plus du tout à l'EM Lyon et on était vraiment Master 1, Master 2 à Sciences Po Lyon, et ça nous validait les années à l'EM Lyon en fait. Donc j'ai fait 2 ans vraiment pur à Sciences Po Lyon. Bon, j'ai séché pas mal de cours parce que du coup je révisais la grecque en même temps, donc en fait j'avais vraiment qu'aux cours qui pouvaient me servir pour la grecque, et dans le même temps bon, je passais les partiels etc comme tout le monde, il n'y avait pas de problème là-dessus, et dans le même temps après j'étais colleur en prépa à côté, pour justement préparer la grecque sur la partie éco-sociaux en fait. Donc Sciences Po me préparait sur la partie politique, et après je collais au lycée Ampère et un peu au lycée des Chartreux en BL pour préparer la côté éco-sociaux, quoi. Ouais, donc en fait, tous tes à côté, tous tes hobbies, tout était fait autour de ça. Ton taf vraiment était focus sur la grecque. Le CAPES dans tout ça, tu le passes donc à ce moment-là, ça s'est passé. Alors je passe d'abord le CAPES l'année de mon stage, et l'année d'après la grecque. Et le CAPES ça se passe bien parce que je finis premier. Du coup dans ma catégorie, j'ai eu la note maximale. Donc c'était plutôt une fierté, tu vois, après l'année de galère et la reconversion. Je me suis dit que si jamais j'avais ces résultats là, c'était peut-être que c'était fait pour moi, tu vois. Et non, c'était top. Les sujets qu'on avait, on les avait bien bossés avec le cours en prépa, parce que quand tu as un bon niveau en prépa, en fait le CAPES ça se fait. Et après l'oral à Marseille, où il fallait aller aussi, c'est Saint-Charles à Marseille pour passer l'oral. Très stressant mais très sympa, et ça ressemble un peu aux euros du top 3 finalement en fait, dans l'idée. Et après l'année d'après on enchaîne avec la grecque, et là c'était un peu plus compliqué. Donc tu as mis tous les ingrédients ici pour tes focus agrég. Donc CAPES, je pense, voilà, premier, et encore bravo, c'est juste incroyable au vu du nombre de candidats chaque année. Donc l'agrég là, c'est un gros morceau. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui ont l'agrég chaque année. Donc tu as fait partie de ces heureux élus, et encore bravo pour ça. Et est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé dans le concret là, ces derniers mois de préparation, et ensuite les différentes épreuves que tu as eu et que tu as dû surmonter, écrit oral. Tu retournes en prépa en fait, hein. Donc moi j'avais un emploi du temps comme en prépa, très millimétré, avec des articles de recherche à lire tous les jours, des cours à refaire niveau prépa pour être sûr qu'on ait bien tout compris en termes de théorie. Parce qu'en fait quand tu fais la grecque, c'est pour être prof en prépa, donc le niveau qu'on attend de toi c'est de maîtriser complètement tout le programme qu'on peut avoir en prépa ECG et BL. Donc tous les jours de 8h à 23h à peu près,
sauf parfois un peu le week-end où je prenais des pauses, mais sinon tous les jours 8h, 23h, éco, micro, macro, sociaux, sciences politiques, et ça se tournait autour de ça. Ça a l'air passionnant dit comme ça. Écoute, moi ça me passionnait. Après, Non, mais c'est trop cool, c'est de toute façon, magnifique, si ça me passionnait pas, j'aurais pas pu le tenir Évidemment. parce que c'est tellement dur quand t'es en termes de préparation que si ça t'intéresse pas un minimum. Mais j'étais devenu une sorte de rat de laboratoire, si tu veux. C'est-à-dire que je lisais des articles qui, je pense, pour tout le monde, sont inintéressants. Et moi, quand je comprenais une petite notion subtile, je disais ah ouais, c'est trop bien. Et comme en maths, en fait, en prépa, tu sais, quand tu la satisfaction de le comprendre, truc. tu vois, de la connaissance. Et moi, j'avais cette satisfaction intrinsèque de connaître des choses et de les comprendre, quoi. Et donc voilà, donc j'ai préparé comme ça la Greg. Je les ai passés donc à Bordeaux, les écrits. Il faut savoir que c'est un peu différent des concours BCE parce que la disserte, c'est pas 4 mais c'est 7 heures. Donc on fait 2 dissertes de 7 heures et une de 5 heures. Donc c'est assez long et c'est physique. Ça s'enchaîne comment en termes de jours? En fait, tu as une disserte par jour. D'accord. Donc ça se passe sur 3 jours. Tu as éco, sociaux, Sciences Po. Donc 7 heures. 7, 7, 5. 7, 7, 5. Ouais. Et donc en fait, tu as 3 thèmes à bosser en éco, en sociaux et 2 thèmes en sciences politiques. Moi, quand je suis passé, j'avais les inégalités, la rationalité du consommateur, tu sais, toute la partie micro, et la monnaie et le financement de l'économie. Donc la disserte d'éco tombait sur un des 3 thèmes ou un mélange des thèmes. Et voilà, et donc moi je comptais beaucoup sur l'éco pour être admissible parce que je suis vraiment plus fort en éco qu'en sociaux. Et c'est la socio qui a fait que j'étais admissible. Comme quoi? Parce que j'ai trop voulu en faire en éco et tout ce qu'on dit à nos étudiants toute l'année, restez concis, ne mettez pas trop de théorie ou alors essayez vraiment de le faire avec parcimonie, etc. J'ai voulu trop en faire et j'ai eu 8, je crois, ou 9. Mais après, retransposer aux notes de la grecque, ça C'est moyen. C'est la moyenne en fait. C'est la moyenne, ouais. Donc c'est la moyenne, mais vraiment pour moi, j'étais censé être fort en éco par rapport à toutes les autres matières. Et en fait, donc être moyen, c'était pas possible, quoi. Normalement, moi je misais vraiment sur avoir 13-14 au moins, ce qui est une très bonne note à la grecque. Mais en fait, j'ai eu 14 en sociaux. Parce que justement, j'ai été beaucoup plus efficace vu que j'avais moins de connaissances et que je connaissais moins de choses. Donc c'est grâce à la socio que j'étais admissible. Et après, par contre, là, tu vas aux oraux et c'est vraiment là, je pense que pour tous ceux qui ont passé une agrég, en fait, l'écrit, c'est déjà une étape, mais l'oral, c'est un Everest, quoi. Parce que, en fait, l'oral, pour nous, en sciences éco, c'est tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, un sujet qui a une théorie dans le sujet, tu peux tomber dessus. Et à l'oral de l'agrég, tu as 3 matières, donc tu as une leçon, donc ce qu'on appellerait un oral ESCP, mais qui dure 1 heure au lieu de durer 30 minutes, et surtout avec 6 heures de préparation. Donc tu es dans une dans une salle de la bibliothèque universitaire de Caen et tu as tous les livres à disposition et tu dois créer une sorte de cours en fait, de dissertation à partir d'un sujet qu'on te donne. Tu n'as pas le choix, donc si jamais tu es vide sur le sujet que tu as, tu es fini. Le lendemain, tu as une épreuve de dossier. Donc pour ceux qui font une prépa BL, ça s'apparente à l'oral de l'ENS en fait, où tu as un dossier de 40 pages à analyser et faire un plan et une disserte à partir de ce dossier-là. Donc c'est une épreuve éco, une épreuve socio. Tu peux tomber sur un sujet de disserte en socio, mais du coup tu auras un dossier éco et l'inverse, tu vois. Et une épreuve de maths. Et donc là, l'épreuve de maths, c'était bien parce que c'était exactement notre niveau qu'on avait en prépa ECG, en maths appliquées maintenant, et nous, notre maths ECE. Et donc là, en fait, maths, ça s'est très bien passé parce que mon prof de prépa m'a préparé. Donc j'ai eu 19 grâce à Monsieur Bonnet du lycée Grand-Lebrun à Bordeaux. Et après, les épreuves orales d'éco et de sociaux, je suis tombé sur des sujets qui me déplaisaient pas trop. Et donc ça s'est bien passé. Je crois que j'ai eu 15 et 15 ou 14 et 14. Ce qui fait qu'en fait, j'étais admissible, j'étais admis grâce à l'oral. Et j'avais plutôt un peu d'avance, tu vois. Donc c'était cool. Parce que, en fait, je m'étais construit tout au long de l'année en faisant 8h, 23h tous les jours, une bonne culture éco générale, tu vois. Ce qui fait que même sur des questions un peu bizarres, je pouvais parfois avoir quelques réponses. Je ne dis pas que c'était les bonnes réponses, mais en tout cas, ça me permettait de ne pas être déstabilisé par le jury, quoi. Et en termes d'écrémage, ça se traduit comment entre nombre de candidats admissibles et ensuite le nombre d'admis final? En éco, chaque année à la grecque, tu as environ entre 600 et 700 candidats qui se présentent, enfin qui s'inscrivent au concours. J'ai pas les chiffres parce qu'il y a certains candidats quand ils s'inscrivent qui ne se présentent pas parce qu'ils se disent je m'inscris au cas où, mais en fait ils viennent pas. Donc tu as peut-être un peu moins de copies que 600 ou 700, tu dois en avoir 550, tu vois à peu près. Et ensuite tu as 90 admissibles. Donc ça fait déjà un bon écrémage. 20%, ouais, voilà. Un peu moins même. Et sur les 90, ils en prennent la moitié. Donc il y en a 45 qui passent au final. Donc ça fait moins de 10%, quoi. Ça fait environ 8% de prix. HEC, quoi. Je sais qu'il y a 7,7, 7,8 chaque année. Mais j'ai envie de dire que HEC, je trouve que quand même, c'est plus dur à avoir. Dans le sens où tu as quand même plus de candidats qui sont bien préparés pour HEC que de candidats qui sont bien préparés pour la grecque. Parce que dans les candidats de la grecque, tu as aussi des profs qui sont en fonction. Et c'est très compliqué de préparer un concours quand on est prof à côté, quand on a des copies à corriger, quand on a des cours à faire, des élèves toute la journée qui nous fatiguent.
Je dis pas fatigué dans le sens, mais ça fatigue de faire un cours, quoi. C'est Bien de sûr, l'énergie, bien sûr. voilà. Et donc c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de chance que moi qui étais étudiant et qui passais toutes mes journées à faire ça. Donc tu vois, je savais que j'avais peut-être un avantage comparatif là-dessus, alors qu'à HEC, tu te présentes que face à des monstres de Louis le Grand, Henri IV, etc. Là, tu as beaucoup de candidats libres en fait, donc tu as beaucoup de gens qui aussi se préparent seuls et qui n'ont pas forcément le temps de bien se préparer comme en prépa, tu avais ça avec HEC, quoi. Voilà. Ok, hyper intéressant. Donc bravo. Merci. CAPES, agrégé. Et ensuite, donc là, ça y est, tu te dis, bah non, je vais plus être entre guillemets que colleur Ouais, c'est ou ça. assistant prof. Tu te lances dans le bain pour devenir vraiment prof de SH Ouais, tout à fait. à part entière. Pourquoi à ce moment-là, ça y est, enfin, tu as la confirmation de la Ouais, c'est vocation. ça. Et pourquoi voilà, tu te dis à ce moment-là, je veux d'ores et déjà être prof de prépa et jeune prof de prépa. Je pense qu'il y a très peu de profs qui doivent être en France plus jeunes que toi en tant que, Ouais, que c'est prof possible. de SH. Donc, Ouais. Ouais, bah souvent d'ailleurs, enfin pas dans celle de la prépa où je suis actuellement, là chez MyPrépa, ça ne m'arrive pas parce qu'on est des petits effectifs donc on se connaît tous, mais moi dans mes anciens établissements, on me prenait toujours pour un élève et pas pour un prof, hein, donc c'était assez amusant qu'on me demande ma carte alors que j'allais faire un cours, quoi. Mais pourquoi ? Parce que toutes ces années de travail, le seul but c'était de devenir prof de prépa finalement. Tu passes pas l'AYREG pour le plaisir de passer l'AYREG, alors même si ça peut être satisfaisant, tu le passes juste pour avoir au final une opportunité d'être en prépa. Moi je savais que je voulais travailler sans doute en prépa privée aussi. Donc c'est pour ça que après j'ai candidaté dans des prépas privées et voilà, j'ai été pris chez MyPrépa. Et je suis très content d'ailleurs d'être là-bas. Enfin vraiment, je suis épanoui au quotidien quand je vais en cours. Je suis vraiment content d'y aller, quoi. magnifique, ça fait plaisir. Je Et sais pas si les étudiants sont pareils que moi, mais en tout cas moi ça me va bien. non, mais ça c'est top, ça fait plaisir. Et ensuite donc aussi correcteur Ouais. écrit comme, donc tu as Ouais, eu tout à fait. cette opportunité donc de corriger des copies. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On va pas rentrer dans le détail Non, mais confidentiel, mais comment ça se passe, le cheminement pour devenir correcteur? Qui sont les correcteurs finalement des concours? ouais, que des profs, enfin que peut-être pas que, mais en tout cas une majorité, ce sont les profs de prépa ECG en fait. Hein. Des profs moi j'ai rencontré beaucoup de profs de province et de profs de prépa parisienne. Et donc finalement, on sacralise beaucoup le moment de la correction, mais en fait quand on y est, c'est assez normal comme moment, quoi. On reçoit un paquet de copies, on demande un certain nombre de copies, on les reçoit par un site qui nous permet de les ouvrir en format dématérialisé, donc sur l'ordinateur. Et après on a une deadline pour rendre les copies, et donc on doit noter ces copies en nous rappelant bien qu'effectivement on est dans une logique aussi de classement pour les écoles. Et voilà, donc on a une moyenne à respecter et on doit tout corriger en se disant toujours à chaque fois, ok, cette copie vaut peut-être 7 notes, mais c'est surtout par rapport à la copie précédente, est-ce qu'elle est meilleure, est-ce qu'elle est moins bonne, si j'ai noté cette copie tant, qu'est-ce que je mets comme note à l'autre. C'est vraiment, et ça les étudiants ont parfois du mal à le comprendre, il y a beaucoup, tu sais, chaque année de plaintes sur les notes au concours, mais en fait, par moment, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être difficile de départager des copies qui sont identiques quasiment, et pourtant il faut bien le faire parce que si tout le monde a 12 le jour du concours, en fait ça sert à rien de faire un concours, quoi. Donc il faut les classer et parfois il y a des notes qui peuvent paraître injustes mais qui sont en fait juste le résultat et le fruit d'un classement de copies de concours dans un paquet qui est évidemment biaisé parce qu'on n'a pas toutes les copies de concours à disposition, quoi. Donc là, il y a combien de copies environ à corriger quand tu Moi les reçois? l'année dernière j'en avais 174 à corriger, Magnifique. ce qui est beaucoup, tu vois, il y a des correcteurs qui demandent moins de copies. Moi, je voulais vraiment me faire une idée large de ce qu'était le niveau des candidats en ECG, donc je voulais beaucoup de copies pour voir ça. Et donc voilà, après tu corriges les copies, ce qui me permet de rappeler aux étudiants que quand on a 174 copies à corriger dans un intervalle de à peu près 10 jours, et qu'on a une activité à côté, ça fait, enfin non, c'est un peu plus, j'exagère, 15 jours, tu as quasiment 10 copies par jour sur le même sujet, quasiment. Donc en fait, il faut vraiment penser au correcteur quand on présente sa copie, le soin qu'on y apporte, les références précises, etc. Parce que tous ces éléments, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais quand on est à la 15e copie de la journée et qu'il n'y a toujours pas de soin sur la copie, on n'arrive pas à lire, etc. Honnêtement, on perd un peu patience, quoi. Voilà. Mais voilà à peu près. Sinon, c'est une correction de copie comme on pourrait la faire dans l'année en DS de nos étudiants, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf le fait qu'on ne mette pas de commentaires. Les étudiants n'ont pas de commentaires au concours sur leur copie, quoi. Et justement, avec Ricom, il y a une singularité, c'est qu'on a deux sujets, Ouais, un tout à fait. sujet 1, un sujet 2, sur Mm. des thématiques distinctes, donc pour permettre aussi aux candidats d'avoir Ouais, tout à fait. au moins de la matière pour un des deux sujets. Est-ce que les sujets sont corrigés de manière
indépendante? Est-ce que c'est la directive, je dirais, que Mhm. vous avez de corriger d'abord, par exemple, les copies Non, sujet jamais. 1? Non, ok. Non, on a vraiment un brassage de copies, ce qui fait qu'on a des copies 174, et enfin moi j'en ai eu 174, et sur les copies, ben, t'as un sujet 1, un sujet 2, un sujet 1, un sujet 2, enfin c'est vraiment brassé. L'année dernière, c'était vraiment par contre amusant à quel point le sujet sur les délocalisations était beaucoup plus pris que celui sur la consommation. Donc, en D'ailleurs, 2024, donc, ouais, c'est ça. on en avait parlé dans l'analyse De Mister Prépa. de Mister Prépa. Et donc en fait, là, tu corriges, et c'est toujours un peu compliqué, effectivement, comme tu dis, parce que c'est indépendant sans lettres, finalement. Parce que comme ton paquet de copies, tu dois avoir une moyenne, il faut bien qu'à un moment, tu compares aussi, mine de rien, les étudiants qui font deux sujets différents. Alors, tu essayes quand même de garder une cohérence par rapport au sujet sur les délocalisations et au sujet sur la consommation. Mais parfois, tu as effectivement des petites notes où tu te dis, est-ce que celui-là, le même niveau sur l'autre sujet, est-ce que j'aurais mis la même note, etc. C'est toujours un peu compliqué de savoir, mais non, c'est pas indépendant vu qu'on les a dans le même paquet de copies. Voilà. Donc, il n'y a pas une moyenne qu'on doit obtenir sur le sujet 1 et une moyenne qu'on doit obtenir sur le sujet 2, mais il y a une moyenne globale de notre paquet de copies qui inclut sujet 1, sujet 2. Ok, hyper clair, merci Léo. Et pour conclure cette vidéo, justement, un conseil que tu donnerais aux étudiants, que ce soit en Géopo ou ici en l'occurrence en ESH, pour justement faire la différence le jour du concours quand on est correcteur. Voilà, c'est quoi le conseil qu'on peut prodiguer aux candidats? Alors c'est déjà de se mettre à la place du correcteur, comme je le disais juste avant, avoir une copie propre, avoir une copie bien présentée, où en fait il faut chouchouter le correcteur, quoi. Donc il faut faire une introduction bien claire, il faut bien montrer qu'on passe du grand 1 au grand 2 au grand 3. Ça en fait, n'importe quel étudiant, que vous soyez bon ou moins bon en ESH, tout le monde peut le faire, ça coûte rien, et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des correcteurs quand on voit déjà un bon départage dans la copie, c'est-à-dire ok là il y a l'intro, ok là il m'a mis des sous-titres, donc tu sais nous, à l'époque je conseillais pour les vidéos de Mister Prépa de faire des parties où tu mettais grand 1 entre parenthèses, grand 2 entre parenthèses, grand 3, puis pareil pour les sous-parties, grand A, grand B, tout ça, structuré et afficher cette structure. Je sais que dans d'autres matières c'est pas souhaité, mais en ESH c'est quand même plutôt, on aime bien en tant que correcteur normalement parce que ça nous facilite aussi le travail. Donc sans forcément rentrer dans le fond, déjà sur la forme, tout le monde peut le faire, ça coûte rien, et c'est vraiment quelque chose qui peut être discriminant si vous avez une belle copie déjà. En tout cas, ça vous permet de partir avec un a priori positif du jury, alors que quand vous avez une copie sale, c'est déjà on est on a une mauvaise humeur quand on regarde notre copie, quoi. Voilà. Moi j'avais aussi un conseil sur lequel, pour Ouais. rebondir sur ce que tu disais, pour conclure cette vidéo en ESH, ou même en CG, c'était d'avoir quelque chose de visuel. C'est-à-dire que je savais Tout à que fait. notre année d'ailleurs 2019, c'était l'année de la numérisation. Ouais. Donc les correcteurs allaient être numérisés. Moi je lisais beaucoup de bonnes copies. Et je me disais, ok, sur les bonnes copies, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me fait avoir l'œil? Et en fait, c'était le fait d'avoir, par exemple, des ouvrages soulignés. Il faut les souligner, c'est tout à fait. indéniable, pas de débat là-dessus. Mais Des auteurs en majuscules. Les auteurs Tu en vois. majuscules. D'avoir une copie qui est aérée, des alinéas, des sauts de ligne lors des transitions, etc. pour montrer une structure. Tout à fait. Avoir des graphiques. Parce que mine de Ouais. rien, quand je tourne Et une bien page, présenté. est bien présenté. Et le fait de voir le graphique, mon œil, tu vois, il est un peu Ouais, il est absorbé par le absorbé graphique. par le graphique. Et après aussi, ce que je me disais, c'est qu'est-ce que je fais spontanément? Je regarde le graphique et je regarde qu'est-ce qu'il y a en dessous du graphique. Donc je savais que la partie que j'allais mettre juste en dessous du graphique, fallait qu'elle soit banger. Fallait que le correcteur ils disent waouh. C'est possible, tu vois, j'ai jamais fait Et attention. en gros, mais c'est ouais. pareil, tu vois, quand tu tournes la copie, et directement, tu sais spontanément que le paragraphe tout en haut, c'est le premier paragraphe. Généralement, quand tu lis un livre aussi, c'est l'exercice que je m'amuse à faire, c'est le truc que tu lis spontanément, le tout début. Et du coup, je savais que ces parties un peu clés, ou même ma dernière phrase d'ouverture, j'essayais à chaque fois d'avoir que des masterclass pour que le correcteur, sur les endroits stratégiques où il allait poser son œil, et il allait se dire, ah ok, tu vois, on parle le même langage. Après, de toute façon, je pense que tu as raison de faire ça. Mais je tiens quand même à préciser aux candidats qu'on lit toute la copie, parce que parfois il y a des rumeurs. On lit quand même toute la copie en règle générale. Il n'y a jamais une copie qu'on trace le mythe de on lit juste l'intro et on met une note et après on arrête. Alors peut-être que ça existe, mais généralement on essaye quand même de lire toute la copie, même si effectivement parfois tu peux avoir un passage où tu es un peu moins concentré, mais on n'est pas dans une lecture partielle de la copie ou de la copie en diagonale. On essaye quand même de la lire en entier parce que faut respecter le travail. C'est le travail de 2 ans des étudiants, voire 3. Tu peux pas te permettre voire 4. voire 4. Donc tu peux pas te permettre de juger le travail de quelqu'un en 5 minutes ou en 3 minutes, tu vois, sans lire la copie. Donc non, généralement quand même on essaye de, enfin c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait, de lire tout, mais ça n'enlève rien à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avoir une copie propre, il n'y a rien de plus énervant que mettre un auteur juste sans prénom, sans livre, sans date, rien. Enfin, en fait, ça vaut rien.
Donc vraiment avoir les auteurs majuscules, le titre de livre souligné, la date entre parenthèses, les graphiques, on met un titre, on met une légende s'il y a besoin, tout ça, on met des petites étoiles quand on passe d'une partie à une autre, etc. Tout ça, c'est rien à faire, c'est-à-dire que ça ne vous demande pas un talent particulier, mais c'est juste que ça fait plaisir au correcteur de voir que vous avez pris soin de votre copie, parce que nous, on la lit, en fait, si vous nous envoyez un torchon, le message que vous nous envoyez, c'est que nous, on doit s'occuper de votre torchon, quoi. Donc on va s'en occuper, mais peut-être de manière moins simple et moins facile que si c'était une belle copie, quoi. Voilà. Bien sûr. Magnifique. Merci pour cet échange. Merci, voilà, on Dorian. a parlé prépa avec Léo. J'espère que ce format vous a plu. Voilà, d'ex-préparationnaire, devenu maintenant professeur, diplômé de 2 très belles institutions lyonnaises qui plus est. Donc magnifique. Merci beaucoup Léo. Merci Dorian. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Lâchez votre meilleur like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Mister Prépa. Et on retrouvera Léo, bien évidemment, pour l'analyse des sujets qui vont tomber cette année encore. Voilà, t'es invité, c'est officiel, pour donc l'ESH ESSEC HEC, pour l'ESH ESCP Schema et l'ESH écrit comme sujet 1, sujet 2. Il y aura la belle tête de Léo, magnifique, qui sera là avec Monsieur Goffinet. Exactement, donc 2 invités fidèles depuis maintenant plusieurs années, 3-4 ans. Donc merci à tout le monde et à très vite sur Mister Prépa. Bisous tout le monde.